Bonjour et merci d'écouter Détour vers le futur, le podcast du Quai des Savoirs. Pour ce hors-série de l'été, zoom sur les coulisses de la communication scientifique. En quelques années, en effet, la communication scientifique a énormément évolué. Nous sommes passés des conférences magistrales aux échanges dans les bars pour Pint of Science, des cours en amphithéâtre à ma thèse en 180 secondes, des publications scientifiques aux vidéos sur les réseaux sociaux. Le champ des possibles de la médiation scientifique s'est ouvert au point de transformer pour certains et certaines la communication scientifique en réel engagement dans la société. Après sa thèse en neurosciences, puis un début de carrière prometteur dans la recherche en génétique, elle décide de tout arrêter pour se consacrer au partage des savoirs avec le plus grand nombre. Nous sommes heureux d'accueillir et de vous présenter Élodie Chabrol. Bonjour Élodie. Bonjour. Notre seconde invitée est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse-Jean Jaurès, dont elle est aussi actuellement la vice-présidente Sciences et Société. Bonjour et bienvenue Muriel Lefebvre. Bonjour. Alors parler de communication scientifique, c'est d'abord parler de comment les scientifiques s'adressent au public. On a souvent des images caricaturales à ce propos, de vieux messieurs blancs, à barbe, mal coiffés, comme le professeur Nimbus ou Tournesol, dont on ne comprend pas un traître mot quand ils ouvrent la bouche. Ou alors, on fait référence à quelques grands savants, encore des hommes, comme Hubert Reeves, Michel Serres, Pierre-Gilles Degène et quelques autres, dont on est persuadé qu'ils sont l'exception parmi leurs collègues, tant leurs discours sont brillants et suscitent une adhésion sans réserve pour un public en admiration. Heureusement, la réalité aujourd'hui est beaucoup plus riche. De plus en plus de scientifiques jeunes et aussi de plus en plus de femmes scientifiques partagent leur savoir avec tout le monde dans un langage adapté et dans plein de médias et de supports différents, dont les réseaux sociaux. Alors première question à toutes les deux, comment vous expliquez cette évolution positive ? Qu'est-ce qui a changé depuis en gros la fin du siècle dernier ? Qui veut commencer ? Élodie ? Muriel ? Allez, Muriel. Alors, moi, je vais me positionner du côté enseignante. Oui. Et donc, effectivement, en tout cas depuis la fin du siècle dernier, donc depuis la fin du XXe siècle, au niveau des formations doctorales notamment, tout ce qui est médiation scientifique ou vulgarisation des sciences est inscrit dans la plupart des programmes des écoles doctorales. Donc en fait, il y a un choix, ce qui va amener après à ma thèse en 180 secondes, mais parmi les choix des étudiants, c'est des formations en général qui leur parlent et dans lesquelles ils s'impliquent. C'est devenu une obligation un petit peu en quelque sorte dans les écoles doctorales. On doit passer par cette capacité à parler de sa thèse au public. Alors pas tout à fait. Quand on est doctorant, on a une obligation de formation. Il y a une centaine d'heures qu'on doit faire sur 3 ans, et donc il y a des thématiques différentes et on doit remplir 100 heures. Et donc la médiation scientifique fait partie de ces heures-là, avec une promotion particulière de format type ma thèse en 180 secondes par exemple. Et côté Pint of Science, parce que Élodie Chabrol, alors je vous laisse vous présenter par rapport à la casquette Pint of Science, parce qu'on n'en a pas parlé dans la présentation. Tout à fait. Qui êtes-vous par rapport à Pint of Science ? Je suis la maman de Pint of Science France, voilà, c'est comme ça que je considère. Non, en fait, j'ai participé à la création, donc c'est un festival, déjà, il faut peut-être expliquer rapidement de mon fait. Pint of Science. Festival de communication scientifique où des scientifiques retrouvent le grand public dans des bars et cafés au mois de mai, en simultané dans plusieurs villes de France, mais aussi du monde. Donc là, cette année, en 2026, on s'est retrouvés dans plus de 640 villes du monde en même temps, donc bien sûr, pas sur les mêmes créneaux horaires, etc. Ouais, dans 27 pays, c'est super beau. Et donc, 640 villes. Petite larme quand je fais les comptes chaque année des villes. Est-ce qu'il y a des villes aussi dans l'hémisphère sud ? Est-ce qu'on parle que des pays occidentaux ? Non, ça Non, il y a vraiment partout. En fait, on commence en Australie. Je vais en oublier, mais en gros, on commence en Australie. Après, on a Thaïlande, Laos, Inde. Après, on est en Europe et au Kenya. Et après, on arrive sur le continent américain où il y a les USA, l'Équateur, l'Argentine, le Brésil qui est notre plus gros pays, le Mexique. Et j'en oublie probablement. Donc on essaye de vraiment s'étendre. Et donc moi j'ai participé à la création en Angleterre et après j'ai créé la branche française que je dirige toujours. Et maintenant je dirige aussi Pint of Science Monde. Donc j'aide les nouveaux pays et les anciens pays à faire tourner le festival. Le festival, l'idée, c'est de faire sortir un peu les scientifiques des labos et de venir parler dans des bars, dans des pubs, sur une forme un peu, on va dire, moins magistrale, beaucoup moins magistrale, puisque du coup, il y a plus d'estrade, il peut y avoir un PowerPoint, mais c'est pas une obligation. Qui sont les scientifiques qui viennent pitcher dans les bars, qui osent pousser la porte des bars et sortir des labos ?
Au tout départ, notre idée, c'était d'avoir 50% de doctorants. Et c'était assez nouveau à l'époque. C'était la même année que ma thèse en 180 secondes. On est né en 2014. Les deux initiatives sont nées en 2014. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, c'est un junior et un senior. Comme ça, ils peuvent s'accompagner. Ça pouvait être même un doctorant et son boss ou doctorante et la directrice de thèse ou le directeur de thèse. Ça a un petit peu changé. Maintenant, c'est un peu ouvert, mais vraiment, il y a beaucoup de doctorants. Ce qui est très drôle, c'est que je vois la différence, par contre. Au tout début, c'était vraiment les kamikazes de la com scientifique. Il y a 13 ans, les premières années, c'était vraiment ceux qui faisaient ça par pure passion. Parce que vraiment, ils adoraient ça, etc. Parce que la communication scientifique n'était pas très valorisée dans les carrières scientifiques. C'est pas non plus méga valorisé maintenant, mais il y a de plus en plus de financements qui sont pas forcément conditionnels, mais quand vous remplissez vos demandes, on vous demande comment allez-vous faire pour communiquer. Donc on a de plus en plus de gens, je ne sais pas si ça a débloqué certains qui du coup osaient pas trop, ou au contraire si ça en a un peu poussé certains qui pensaient pas le faire. Mais on retrouve des gens qui du coup le font parce que ils en ont besoin. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont réalisé que c'était bien, que c'était utile. Et puis voilà, donc on est passé de vraiment un très 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 petit nombre de grands passionnés à finalement un peu tout le monde. Et je crois que le plus beau commentaire qu'on m'ait fait sur Pint of Science, c'est une scientifique qui me disait j'ai pas voulu participer la première année, j'ai ignoré les mails. L'année d'après, ils sont venus me chercher dans mon bureau, j'ai pas eu le choix. Donc là, autant vous dire que je commençais un petit peu à suer en me disant que va être la fin de cette phrase. Et elle m'a dit je suis contente parce que j'ai vraiment adoré, ça me donne envie de faire plus de vulgarisation et de communication et de rencontrer plus le public. C'est un genre de premier pas dans la médiation scientifique parce que quelque part c'est un format relativement habituel, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir de façon classique sur un sujet qu'ils maîtrisent. On est encore sur un autre exercice par rapport à ma thèse en 180 secondes dont on a parlé déjà à 2-3 petites reprises, parce que là quand même c'est un exercice hyper exigeant parce qu'il y a des cadres très très poussés. Peut-être Muriel, si vous voulez réagir sur ce sujet. Alors, bon, moi, j'ai participé aux premières formations, donc autour de 2014. Donc, ça a daté parce que le format a quand même évolué. Mais effectivement, c'est de quoi de ma thèse en 180 secondes, voilà. Où c'était, donc c'est toujours, c'est en 180 secondes, donc en 3 minutes. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé et on peut pas dépasser. Un projet de recherche en 3 minutes. Voilà. Donc, pour le doctorant, donc en général, ce sont pas des premières années, mais plutôt en fin de thèse, c'est raconter leur thèse, et susciter alors des émotions, l'intérêt, diverses réactions chez le public. Sachant qu'il y a plusieurs prix qui sont attribués. Il y a le prix public, il y a plusieurs prix. Mais effectivement, c'est très difficile pour le doctorant de faire cette synthèse. Et en même temps, c'est un effort très... les doctorants qui ont participé sont en général ravis parce que, alors c'est souvent aussi ce qu'on leur dit dans les formations, c'est si vous aviez raconté votre thèse pour votre grand-mère ou votre grand-père, et ils disent là ça y est, ma famille va enfin comprendre puisque j'ai fait l'effort en 3 minutes d'essayer de montrer ce que c'était, enfin c'est de donner de l'intérêt parce qu'effectivement on peut pas du tout rentrer dans le détail, mais en tout cas de susciter un intérêt. Est-ce qu'il y a des disciplines plus faciles à vulgariser, ou en tous les cas qui sont plus souvent utilisées à la fois dans Pint of Science ou dans ma thèse en 180 secondes? Est-ce que par exemple entre les sciences sociales, les sciences pour l'ingénieur, la santé, les maths, voilà, oui, les maths, bonne question. Est-ce que dans Pint of Science par exemple, est-ce que généralement on parle beaucoup de sciences biologie, physique, mais est-ce que ça peut aller dans toutes les disciplines? Ça peut aller dans toutes les disciplines. Alors, par contre, en termes de travail, que ce soit pour ma thèse en 180 secondes et Pint, il y a forcément, c'est un peu plus simple quand c'est appliqué parce que tout de suite, on peut faire un lien avec la vie de tous les jours. Bon, voilà. Mais par contre, nous, on a vraiment, depuis le début, on a 6 thèmes qui recouvrent tout. Et là, cette année, j'ai fait les calculs sur 370 événements. Il y avait 73 événements de pure sciences humaines et sociales. Et ça, c'est une évolution par rapport à... Non, ça a toujours été, on a toujours eu. Et maintenant, ce qu'on fait aussi parfois, c'est mixer. C'est-à-dire, par exemple, on va pas faire une soirée intelligence artificielle, donc elle va peut-être être placée sous le thème technologie, par exemple, mais on va faire intervenir aussi un sociologue ou quelqu'un un peu dans ce domaine-là. Du coup, on va avoir un mix, en fait, sciences humaines et sociales et physique, par exemple, ou maths, etc. Donc, nous, vraiment, notre truc important, c'est que ce soit des scientifiques locaux. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des villes où, par exemple, Boulogne-sur-Mer,
Ça sera de la biologie marine. À La Réunion, ça sera les volcans, la biodiversité, etc. Parce vraiment, le point d'honneur, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans la ville ou juste à côté. Oui. Donc, ça va dépendre des instituts de sciences qu'il y a autour, mais pas forcément des sujets. Et dès qu'on peut mettre des sciences humaines, on est super heureux. Donc, voilà, il y a pas de choix basé sur plutôt que du biologie, etc. Il y en a toujours forcément, mais il y a vraiment plein de sujets Et pour vous, mixtes, Muriel, quoi. c'est pareil au niveau des étudiants, c'est leur domaine d'intérêt, ça peut aller aussi dans la communication des sciences sociales, ça peut Tout à fait. être très large. J'ai un souvenir une des premières étudiantes de ma thèse en 180 secondes qu'on avait formée à Toulouse, qui était sur le côté juridique et alors qui alliait un peu les deux, parce que c'était. Je l'avais vue, elle était géniale. C'était dans l'espace la question juridique comment gérer les déchets et qui était responsable des déchets dans l'espace. Ah oui, le droit de l'espace, un grand sujet. Le droit de ça, hein. l'espace, tout à fait. Et alors, petite question subsidiaire quand même, parce que ma thèse en 180 secondes, donc 2014 à peu près, est-ce que ça a fait bouger les lignes par rapport effectivement à la façon de se jeter à l'eau, de considérer son rôle dans la communication scientifique, voire dans la société ? Alors pour moi, ça a changé beaucoup de choses, je trouve, au niveau des doctorants. C'est-à-dire que les doctorants se sont sentis beaucoup plus légitimes et avec une reconnaissance de leur statut de chercheur. Il me semble que ça a été exposé et ils ont été mis en visibilité auprès du grand public comme des chercheurs à part entière. Donc de ce côté-là, ça me paraît vraiment important, cette légitimité qui a été rendue possible. Élodie ? Et je pense aussi qu'il y avait, en tout cas moi quand j'ai commencé la communication scientifique, donc c'est il y a presque 15 ans, on m'avait quand même dit de cacher ça de mon CV académique. Ah oui. Je rappelle comment c'était à l'époque parce qu'on a l'impression que ça a toujours été simple, mais je pense que ma thèse en 180 secondes, ça a justement aussi permis aux doctorants et doctorantes qui avaient envie de partager, d'avoir cette espèce de légitimité il y a un concours, c'est encadré, on a une formation, on peut le faire. Parce que c'était pas toujours vu malheureusement comme quelque chose de bien à faire. Souvent on dit reste au labo, en dehors c'est un peu de l'amusement quoi. Oui, c'est vrai que ça a souvent été considéré l'engagement des scientifiques dans la com comme une passion personnelle. Je me rappelle des premières années de la fête de la science, où en fait on comptait beaucoup sur le militantisme et l'engagement individuel, mais il n'y avait pas de portage réellement institutionnel. Il faut rappeler que ma thèse en 180 secondes, c'est aussi le CNRS qui porte l'opération. Il y a une organisation nationale, internationale, donc ça devient institutionnel. Et on a évoqué aussi tout à l'heure l'inscription dans les carrières, c'est-à-dire le fait de s'engager dans la médiation, le partage des savoirs, ça compte aujourd'hui. Et Muriel, vous êtes prof à l'université. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, sur comment dans les carrières vous reconnaissez, comment ça apparaît ? Alors ça apparaît de plus en plus fortement dans la question de l'avancement des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, mais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est plus qu'au niveau des financements, ça a été dans tous les financements de recherche, ça a été inscrit depuis, je dirais, une vingtaine d'années en fait, notamment les projets européens, et puis petit à petit c'est arrivé en France, et donc en fait pour être financé pour un projet de recherche, la question de la vulgarisation, de la médiation, des interactions sciences et société devait être pensée en amont du projet. Et donc à partir de là, ça a commencé à rentrer. Alors, je dirais pas que c'est qu'aujourd'hui tous les chercheurs font. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Sauf si on sait qu'on veut déposer un projet européen, par exemple, on sait qu'il va y avoir une case sur les relations sciences et société, et c'est de plus en plus le cas en France depuis 2021 où il y a vraiment une politique science avec et pour la société qui est développée au niveau institutionnel en fait. Et ça, c'est effectivement des choses, alors côté Quai des Savoirs qu'on voit, parce que on a de plus en plus de gens qui nous ont identifiés aussi dans la communauté scientifique pour construire avec eux des projets avant de les déposer. Et c'est vrai que ça permet de construire des choses qui sont plutôt super inspirantes à la fois côté recherche, côté grand public et côté institution culturelle comme nous. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, peut-être juste pour boucler, je dirais, ce chapitre institutionnel, mais c'est vrai que c'est important. Vous parlez du programme SAPS, Science avec et pour la société, et aussi, justement, vous en êtes une parfaite représentante des vice-présidents. Un mot là-dessus pour expliquer à nos auditeurs et auditrices. Alors, donc SAPS, en fait, Science avec et pour la société, c'est une terminologie qui a été construite en France en 2021, mais qui avait une origine qui était utilisée au niveau européen depuis bien plus longtemps.
Et donc, ce qui a changé, c'est que donc il y a eu 3 choses qui se sont passées à partir de 2021 au niveau institutionnel, au niveau de la recherche. Donc, il y a eu un label SAPS qui a été attribué à un certain nombre d'universités qui avaient un projet science avec et pour la société considéré comme plus intéressant que d'autres, etc. Et donc, ils ont eu un financement assez important. Donc ce label a été développé sur 3 ans et en tout, à peu près la moitié des universités françaises ont reçu un financement via un label SAPS, donc qui était un gros financement pour développer cet axe sciences et société. Ensuite, on a donc les IUF, Institut universitaire de France, qui ont créé, donc c'est un collège d'excellence, qui a créé à côté des chaires fondamentales, des chaires sciences et société et des chaires médiation scientifique. Oui. Et donc là, depuis 2021, donc au départ, je crois que c'était 5 chaires, puis aujourd'hui c'est une dizaine, toutes les ans, qui sont attribuées à des nouveaux chercheurs, enfin enseignants-chercheurs. Et donc c'est aussi une valorisation de projets de recherche SAPS. Et le 3e élément, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus d'universités qui, du coup, ont développé un angle SAPS et donc qui ont des vice-présidences sciences avec et pour la société. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des projets de recherche ANR qui sont ciblés SAPS, sciences avec et pour la société, depuis aussi 2021. Donc, en fait, 2021, c'est un moment charnière au niveau institutionnel où la plupart des universités se sont saisies en créant donc cette vice-présidence ou vice-présidence déléguée sciences et société, qui est une manière de reconnaître l'importance que ça a. Alors, le seul petit problème au niveau... donc, on a un élan en 2021. Et puis là, on est un peu en attente parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de feuille de route. Donc, ça retombe et il n'y a plus de financement. Ouais. Mais en tout cas, ça a eu un vrai rôle structurant au niveau des universités. On voulait aussi avoir votre regard sur un phénomène relativement nouveau qu'a défrayé la chronique dans les grands médias. C'est celui des jeunes diplômés de l'université ou des grandes écoles qui refusent de façon publique le chemin qui leur est tout tracé dans l'industrie ou dans la recherche. Alors là où d'habitude les scientifiques se déclarent neutres dans les choix de société, ces jeunes scientifiques font des sciences à un enjeu politique. Alors pour poser la question de manière un peu provocatrice, est-ce qu'il n'y a pas un risque à considérer les recherches d'un point de vue politique ? Alors, moi, je le note au niveau des étudiants qui s'inscrivent en Master 2 médiation scientifique, où effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont soit en reprise d'études, soit en réorientation. Donc, des étudiants qui ont déjà eu un Master ou qui sortent d'une école d'ingénieur, qui ont ou n'ont pas eu une pratique professionnelle, mais de quelques années, et qui se décident, se retournent en disant non, finalement, c'est pas ingénieur que je veux faire, ou alors je dis ingénieur parce qu'effectivement, j'en ai eu plusieurs sur les dernières années, donc c'est autre chose que je veux faire. Ou j'ai aussi eu plusieurs, alors là, c'était plutôt des femmes, la cinquantaine, installée comme ingénieure de recherche ou comme chercheuse au CNRS ou à l'INSERM, et qui décide de s'orienter davantage vers la médiation scientifique et qui du coup négocie avec leur hiérarchie pour inclure la médiation scientifique dans leur profil de poste plutôt que d'être uniquement chercheuse. Et donc, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Et c'est vrai que ça fait des personnes qui paraissent plus épanouies dans leur posture. Et par contre, je suis tout à fait d'accord, ça amène une dimension très politique. C'est-à-dire qu'eux, en tout cas, leur appréhension de la recherche est avec une dimension politique. Ils n'ont pas envie de la faire n'importe comment, dans n'importe quelles conditions et avec n'importe qui. Et ça me renvoie, du coup, je vous renvoie la balle, c'est que la médiation scientifique, elle comporte une dimension forcément politique. Donc, la boucle est bouclée. Et dans une période où les sciences sont attaquées quand même, c'est-à-dire que là, depuis quelques années, voilà, il y a une attaque, je dirais, en règle de certains pays, et même, parlons des États-Unis d'Amérique, puisque voilà, les principales attaques viennent de chez eux, notamment sur les sciences du climat, avec des enjeux qui sont, j'allais dire, catastrophiques pour la communauté scientifique internationale, puisque c'est la destruction de bases de données, de banques de données qui servent finalement à la communauté scientifique internationale, parce qu'il faut rappeler encore une fois que la recherche scientifique, c'est une activité à la fois communautaire, c'est-à-dire collective et internationale. Et donc, quand un grand pays comme les États-Unis décide de stopper un certain nombre de crédits et même d'arrêter complètement des recherches, ça vient complètement perturber l'ensemble de la recherche mondiale. C'est même un sujet qui est énormément traité par les scientifiques sur les réseaux sociaux. Muriel, quel est votre regard sur ce sujet ? Oui, juste, alors je suis d'accord sur le côté mise en visibilité plus importante avec les réseaux sociaux.
Après, je dirais surtout des sciences expérimentales, parce que les sciences humaines et sociales, il y a quand même je ne sais pas si elles sont plus mises en visibilité, mais en tout cas, elles sont davantage mises en critique dans les médias. Enfin, il me semble qu'elles sont beaucoup mises en critique dans les médias, et notamment avec des détournements. Enfin, on peut avoir, il peut y avoir un côté complotiste, mais pas uniquement. C'est-à-dire que politiquement, il y a des détournements de recherche pour donner à voir, de manière manipulatoire en fait. Il me semble que c'est le cas pour les sciences humaines et sociales, c'est sûr. C'est aussi le cas pour les sciences expérimentales, mais je dirais de manière un petit peu différente. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait manipulatoire? Vous pensez à quoi? Par exemple, les recherches sur le genre qui sont interdites aussi aux États-Unis. On a parlé des sciences du climat, mais on peut parler aussi effectivement dans les SHS, des recherches sur la colonisation, la décolonisation, ce genre de choses. C'est exactement ce type de problématiques qui peuvent être mobilisées par certains politiciens ou certaines politiciennes pour leur faire dire autre chose que ce que les chercheurs veulent dire, en détournant complètement les propos de la recherche. Comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut dépasser cette situation? On est dans une situation où on a une véritable crise de l'expertise. Comment on peut la dépasser? Comment on peut renouer une forme de confiance entre les citoyens et les experts? En fait, pour renouer la confiance, rien ne vaut justement de la rencontre. Oui. Peut-être. Ça, c'est vraiment un truc, et c'est vraiment pour ça que je me bats pour faire exister Pint of Science, pour aider aussi sur des événements, etc. Et justement pour que tout se transforme pas en digital. Il y a eu un moment pendant Covid, justement, le festival a eu 2 ans. C'était triste, on a tous lâché des larmes, où le festival était passé en ligne. Et depuis, tout le monde me demande toujours, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en hybride? Pourquoi est-ce que vous faites pas juste vos confs en ligne à mettre sur YouTube, etc. Et j'essaie d'expliquer aux gens parce que l'identité de Pint of Science, c'était vraiment de créer une rencontre, de faire en sorte qu'on va être X personnes dans un bar, dans un café. Alors on va peut-être pas être 500. L'impact va pas être énorme niveau nombre. Par contre, il va vraiment changer quelque chose dans le sens où on va se retrouver, avoir une discussion avec quelqu'un, à connaître cette personne, aussi à jouer sur tout ce qui est méthode scientifique, c'est-à-dire que ce qui est souvent mis en avant et ce qui était mis en avant, c'était les découvertes. On a découvert ça. Mais comprendre comment on avance, le fait qu'on avance à tâtonnement, que parfois on va un peu sur le côté droit, un peu sur le côté gauche, pour arriver à comprendre et finalement avoir une espèce de consensus autour d'un sujet. Et que, oui, la science avance avec les technologies, et que quelque chose qui est vrai il y a 10 ans va peut-être être mis en doute, ou en tout cas, on va avancer les connaissances sur cette chose. Mais je trouve que vraiment ça passe par la rencontre, par créer ce genre de choses qui permettent d'avoir un peu plus confiance. Donc voilà, c'est pour ça que je pousse toujours les scientifiques à aller rencontrer le grand public au maximum pour justement pouvoir un petit peu tisser des liens, quoi. Cette confiance, donc, elle passerait par la rencontre physique. Muriel, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que Élodie a très bien présenté les choses. C'est-à-dire que la rencontre physique, la question de la méthode, montrer qu'est-ce que la science, puisque ça reste souvent quelque chose d'un peu abstrait ou théorique. Et voir qu'effectivement, la science, il y a des errements, des tentatives, parfois des bricolages. Enfin, c'est pas forcément un truc, c'est pas quelque chose qui sort tout près. Et aussi, c'est une manière de montrer que les frontières sciences-société, alors ça paraît un peu... Mais du coup, ces frontières, elles sont beaucoup plus poreuses parce que beaucoup de recherches sont faites avec une articulation étroite avec des acteurs de la société, que ça soit des collectivités, des industriels, des citoyens. Enfin, il y a qu'une partie de la recherche qui est que fondamentale, et même celle qui est fondamentale, elle est quand même... penser avec des applications potentielles. Donc il me semble que c'est aussi cette question de frontières qui... de montrer qu'il n'y a pas tant de frontières que ça. Enfin, il y a des frontières entre sciences et non-sciences, etc. Mais qu'elles peuvent être poreuses à certains endroits et qui peuvent permettre aux personnes qui ne sont pas spécialistes d'y trouver aussi leur place. Alors ça me fait une transition magnifique. Un des sujets auxquels nous, on est assez attachés, c'est la question des sciences participatives. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être un outil ou une façon aussi peut-être de renforcer cette confiance entre les expertises scientifiques ou les projets scientifiques ou la science au sens large? Alors, oui, tout à fait. Je pense que vraiment, c'est une modalité de recherche qui peuvent être très intéressantes. À voir comment on définit la recherche participative et à voir pour que les participants qui sont non-chercheurs s'y retrouvent et n'aient pas le sentiment d'être instrumentalisés.
Alors par contre, c'est un hasard, mais ce matin, j'étais dans une réunion où on essayait de voir quels étaient des projets qui avaient répondu à des appels à projets sciences et sociétés avec le côté recherche participative. Et il y a une augmentation très sensible du nombre de candidatures, ce qui montre qu'il y a sans doute des modifications dans les manières de faire de la recherche, avec une prise en compte beaucoup plus forte des acteurs, que ce soit les collectivités, les citoyens, les industriels, les professionnels, etc. Élodie ? Ouais, justement, je voulais rebondir, et ça me fait une super transition, sur le fait que les frontières sont poreuses et justement, elles vont dans les deux sens. C'est-à-dire que l'idée de faire de la communication, c'est à la fois de parler de ce qui se passe dans les labos et de le faire découvrir au grand public, mais c'est aussi d'en parler, de voir les questions, les réactions, les questionnements des gens et repartir dans son labo et avoir ça justement. Donc la science participative, c'est génial pour ça, pour les projets qui le permettent, hein, bien sûr. Oui. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que essayer de au maximum faire des échanges, avoir des discussions et que les choses soient pas faites en silo, il se passe des choses un petit peu au loin dans les labos mystérieuse. Et puis les labos société de loin, mystérieuse, etc. Plutôt essayer de mixer tout ça et que ce soit pas justement que dans un sens. Allez, pour finir cet épisode, on voudrait vous emmener dans le futur parce que vous savez, c'est un endroit, ou plutôt ce sont des endroits, les futurs, qu'on adore imaginer ici au Quai des Savoirs. Alors on sait que la plupart des scientifiques n'aiment pas trop faire des projections ou parler de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle, dans chaque épisode, nous vous proposons une petite fiction radiophonique à partir des sujets scientifiques que nous traitons. Et je vous propose d'écouter l'annonce que nous avions diffusée dans l'épisode « Mon médecin est une IA ». Bonjour, docteur Martin. Ici votre IA familiale. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci Vera. Où en est Lina? Votre fille est un peu en retard, mais je veille à ce qu'elle soit à l'heure au collège. Elle a une requête pour vous. Je t'écoute. Lina souhaiterait se connecter à un concert de son groupe virtuel préféré. Elle a besoin de 200 €. C'est cher pour un concert virtuel. Si je puis me permettre, monsieur, c'est très important pour elle. Son moral est un peu vacillant ces derniers temps. J'ai l'impression de me faire avoir, mais bon, d'accord. Bascule-moi sur la mail IA de l'hôpital, veux-tu? Bonjour, chers collègues, comment allez-vous? Ça va, merci. Quel est le programme pour aujourd'hui? Nous avons 10 rendez-vous, dont 3 en téléconsultation. On a prévu 2 heures en fin de journée pour vous faire une synthèse des dernières publications en oncologie. Nous avons terminé l'analyse de l'hyperscan de Madame Saint-Gery. Alors? Nous avons détecté une tumeur cancéreuse. Quel est le pronostic? En combinant plusieurs traitements, nous atteignons une probabilité de guérison de 87,53%. Bon, c'est bien. Quel est le choix de Madame Saint-Gery pour l'annonce? Son dossier stipule qu'en cas de cancer, elle souhaite que l'annonce lui soit faite par son IA personnelle, en qui elle a toute confiance. Ah, je comprends. Je note une pointe de déception dans votre voix. Décidément, on ne peut rien te cacher. Je pensais que Madame Saint-Gery préférerait un relationnel d'humain à humain. Pour améliorer votre estime personnelle, je vous recommande 10 minutes de rééquilibrage synaptique en musique. C'est quoi ça? Une toute nouvelle technique de relaxation. Bon, ça ne peut pas me faire de mal. Veuillez chausser vos écouteurs miniatures et fermer les yeux, docteur. Texte Guicam. Voix Corinne Mariotto. Sound design et réalisation François Donato. Alors, on a parlé de l'expertise. Là, on voulait vous parler du rôle de la fiction dans la communication scientifique. Est-ce que pour vous, ça peut être un levier pertinent pour parler des sciences en société? Peut-être Muriel pour démarrer. Oui, tout à fait. Alors, pour effectivement avoir des futurs désirables et des futurs moins désirables. Oui, c'est parce que tout n'est pas désirable, effectivement. Mais par contre, ça permet de faire un peu la prospection, d'avoir une idée d'application potentielle. Alors, ça peut aussi générer une technophobie forte. Mais en tout cas, ça permet de poser les questions. Et dans ce sens-là, ça me paraît intéressant, c'est que ça permet de discuter et qu'on
on est, je dirais, tous pertinents ou légitimes pour, moi je suis pas du tout médecin, mais je trouve que j'ai aussi mon mot à dire sur la manière dont j'ai envie ou pas que ce soit une IA qui a mon dossier si j'apprends que j'ai un cancer, par exemple. Donc dans ce sens-là, je trouve que ça permet d'être un outil de discussion tout à fait pertinent. Élodie, juste la part de la fiction, en fait, et même du récit dans la communication scientifique. Je trouve que c'est le récit hyper important parce que l'idée c'est de pas justement juxtaposer juste ou donner un enchaînement d'infos ou de dates ou quoi. Ça permet toujours de mieux comprendre et puis de s'embarquer en fait, de créer des émotions. C'est ça l'idée aussi. C'est que souvent, malheureusement, on a l'impression que les scientifiques, c'est beaucoup la pop culture quand même, les films, les séries, etc., qui les font passer pour des gens qui sont. Là, je suis en train de regarder Bones. Par exemple, typiquement, l'anthropologiste, elle est dénuée de tout sentiment, de toute émotion, et elle parle comme un robot, comme une IA. Et non, mais voilà. Et c'est vrai que dans la tête des gens, souvent les scientifiques sont vraiment des gens froids, etc. Les caricatures, qui pensent, c'est toujours une caricature. Effectivement, il y en a, mais il y en a pas plus que ailleurs, je dirais. Et susciter des émotions, que ce soit le rire, la peur, plein de choses. En fait, ça peut vraiment ouvrir des portes. Il faut pas que tout soit, bien sûr, pris au ridicule ou pris à la fiction, poussé à l'extrême, etc. Mais je trouve que, en fait, moi vraiment, je suis parti pris de dire. Il y a de tout pour tout le monde. C'est-à-dire que il va y avoir des formats qui vont très bien marcher avec des gens, d'autres qui vont marcher avec d'autres types de gens, etc. Il faut vraiment faire un mix pour toucher tout le monde. Faut plus dire comme avant, comme il y a une vingtaine d'années, on a 3-4 formats, on les magazines, les radios, les bouquins et la télé, point. Et là, on a vraiment une multitude de formats qui permettent plein de choses et qui permettent notamment de créer des émotions et des souvenirs super intéressants. Allez, pour aller plus loin dans les analyses et les recherches sur la communication scientifique, nous vous recommandons le dernier ouvrage que vous avez dirigé, Muriel Lefebvre, avec Michael Chambru et Elsa Poupardin, sous le titre La communication scientifique, tout simplement, avec le sous-titre vulgarisé, politisé, médiatisé, le résumé, un bon résumé de ce podcast. C'est paru aux éditions Pugue, les presses universitaires de Grenoble. Et on rappelle que chaque année, au mois de mai, vous pouvez retrouver le festival Pint of Science un peu partout en France et dans le monde, et notamment au Quai des Savoirs dans notre café Euclide, où on passe de très bonnes soirées autour de sujets absolument passionnants. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Élodie Chabrol et Muriel Lefebvre. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs, présenté par Laurent Chiquano et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son, Laurent Coudoul. Et rendez-vous maintenant début septembre pour démarrer la 7e saison du Détour vers le futur. Et en attendant, vous pouvez réécouter ce podcast et tous les autres sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, et abonnez-vous pour ne manquer aucun nouveau Détour vers le futur. Ciao et bonnes vacances.